L'IA pour Thales, c'est justement l'IA des systèmes critiques. On a évoqué là une partie des systèmes critiques civils pour des raisons évidentes. Pour Thales, je pourrais vous parler du contrôle aérien, un peu plus critique, dans lequel on a tendance aujourd'hui et vocation à faire entrer de l'IA. Et on fait rentrer de l'IA paradoxalement pour des contingences d'environnement. C'est-à-dire qu'on peut, si on est intelligent et si on a une bonne IA, diminuer l'empreinte carbone en optimisant les trajectoires des avions. Je pourrais vous parler de l'IA pour la cybersécurité dans le système bancaire, dans lequel une grande partie des transactions bancaires passent par des systèmes Thales, et pour accélérer les traitements de cybersécurité, on met aussi de l'IA. Mais je vais me concentrer aujourd'hui sur la partie militaire, si vous le voulez bien, et je vais vous donner un certain nombre d'exemples de développement que l'on fait et qui tireraient grandement profit des discussions qu'on a depuis le début de la journée. Comme je le disais, il y a des contingences chez nous dans les systèmes que l'on développe qui sont liés à leur criticité, et ça se matérialise par des problématiques d'embarquabilité, comme ça a déjà été évoqué plusieurs fois. L'embarquabilité avec les problématiques de frugalité, donc frugalité en consommation électrique, énergétique, en taille, en poids, en ce que vous voulez. Mais également, on parlait des données, la frugalité des données, c'est aussi une problématique que l'on a souvent, parce que dans le monde militaire, il n'y a pas tant de données que cela. On a évoqué la question de la connectivité. Tiens, je me rends compte que je dois pouvoir faire du français. Les problèmes de connectivité, alors dans le civil, c'est probablement dramatique à l'échelle individuelle si on n'a pas publié son papier à l'heure. Mais à l'échelle collective, il y a des choses, comme l'a évoqué Jean, qui ont plus de conséquences dramatiques. Et en matière de connectivité, dans le monde civil, on a presque tendance à penser qu'on est dans un monde parfait, avec de la fibre partout, etc. Sur le champ de bataille, la connectivité, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, la bande passante, elle peut être très, très basse, elle peut fluctuer au cours du temps, elle peut être contestée, avec du brouillage, etc. etc. Donc, cette notion, cette problématique de connectivité est au cœur d'un certain nombre des développements que nous faisons. Alors, je vais prendre quelques exemples de l'IA qu'on développe à Thales et vous ferez la transition vers les implications scientifiques que ça a. Je pense sincèrement qu'entre les grands labos de recherche français, on parlait évidemment CNRS, INRIA, CEA, c'est chouette. Il y a les start-up, les PME et les grands groupes industriels. Au niveau français, au niveau européen, ma certitude, c'est qu'on est condamné à réussir ensemble ou à être déclassé. Ça a été un peu évoqué sur le nombre de gens qu'il y a en France ou en Europe sur ces sujets-là. Je pense qu'on n'a pas de temps à perdre à se tirer dans les pattes, pour reprendre l'expression de ce matin. Alors, parmi les développements, par exemple, que l'on fait à Thales, on développe à Thales des radars de plus en plus performants qui voient de plus en plus loin des cibles de plus en plus petites. Mais ça s'accompagne évidemment de ce qu'on peut appeler un déluge d'informations, c'est qu'on a tellement de cibles ou d'éléments à traiter que ça devient ingérable pour un opérateur humain. Donc là, l'IA nous sert aujourd'hui, avec des algorithmes de deep learning, à aider considérablement les opérateurs en éliminant, entre guillemets, tout un tas de cibles qui, en fait, n'ont aucun intérêt pour la mission qui est confiée. Parler d'IA de confiance, pour qu'un opérateur de radar fasse confiance à un nouveau système à base d'IA, une des solutions qu'on a envisagées, c'est d'avoir les deux IHM concurrentes, l'une en face de l'autre, l'une à côté de l'autre, pour montrer ce qu'on est capable de faire en traitement classique sans l'IA, et puis avec un traitement IA. On se rend compte que sur un certain nombre de phénomènes, typiquement faire la distinction entre un oiseau et un drone à très longue distance, reposer sur des technos de deep learning, c'est pas une mauvaise idée, parce que le deep learning, avec toute l'analyse des données qu'elle a pu faire, arrive à comprendre quelque part qu'un drone, puisque ça a des rotors, pour la plupart d'entre eux, ils ont une dynamique de vol particulière qui se distingue de celle des oiseaux. Donc on a fait des algorithmes de deep learning et on peut diminuer énormément la charge mentale des opérateurs. Mais on est obligé de se poser la question, oui, mais si demain il y a un petit malin qui fait des drones à ailes battantes, qu'est-ce qui va se passer ? Donc ça envoie à des
des questions sur l'évolution des IA en fonction de l'évolution de l'environnement. On est dans des environnements effroyablement dynamiques. Plus ça va, plus c'est dynamique. Et on a ces problématiques de ce qu'on peut appeler la chaîne MLOps, c'est-à-dire la façon dont les IA, au cours du temps, on les met à jour. Et ça renvoie à une réflexion qu'on a eue avec Jean tout à l'heure. Il y a cette problématique du degré d'autonomie qu'on peut fournir ou qu'on peut délivrer à une IA, et puis la façon dont elle évolue au cours du temps. Et c'est pour ça qu'à Thales, on fait la distinction entre ces deux dimensions du degré d'autonomie qu'on peut donner à un système d'IA et sa capacité d'adaptation ou d'évolution au cours du temps, qui est un des éléments majeurs et, de mon point de vue, un enjeu scientifique majeur des IA que l'on peut développer. Je vous parlais des robots. On développe des drones et des robots à Thales depuis pas mal de temps, avec une des questions qui revient souvent, c'est est-ce que on est toujours dans un rapport de 1 sur 1, comme ça se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est-à-dire que vous avez un opérateur qui pilote un drone, quand le drone a fini sa mission ou il est détruit, l'opérateur prend un autre drone, etc. Dans des armées comme les nôtres, on est plus dans un schéma où un opérateur doit pouvoir s'adresser à plusieurs drones, leur donner des ordres de haut niveau. Et là, il y a aussi un enjeu scientifique qui est la transcription d'une volonté humaine en quelque chose qui soit implémentable et déployable sur des drones. On parlait d'IA générative tout à l'heure, on vient de faire une expérimentation dans laquelle l'opérateur humain, il parle en langage naturel et il dit, voilà, la moitié de l'essaim, vous allez à gauche faire de la reconnaissance, la moitié, vous allez à droite, vous allez détruire cette cible-là. Ça exploite des technologies liées aux IA génératives, LLM et autres. Ça se traduit en script LUA, c'est déployé dans les contrôleurs et c'est mis en œuvre. Et là, il y a toutes les questions qui ont été évoquées par Jean sur il faut que je démontre que le code qui a été généré, c'est le bon, qu'il ne fait pas n'importe quoi et qu'il est conforme aux spécifications que j'en attends. Un autre enjeu scientifique important de mon point de vue. On a parlé de l'IA embarquée à plusieurs reprises. Il y a des choses que l'on développe, on n'est pas les seuls, en tout cas à Thales, sur les systèmes embarqués à bord des avions de chasse, par exemple, avec des contingences de consommation électrique. Si vous avez un gros porteur comme un bateau, vous pouvez faire un certain nombre de traitements parce que vous avez des serveurs dessus. Si vous êtes dans un véhicule terrestre, ça devient plus compliqué. Et si vous êtes dans un drone ou dans un Rafale, c'est encore plus compliqué. Donc on a développé nos propres algorithmes qui sont implémentés après sur des form factors, enfin des composants électroniques qui sont peu gourmands en énergie et qui permettent de faire tourner ces algos-là. Là, il y a aussi un enjeu scientifique de mon point de vue, c'est est-ce qu'en France et en Europe, on a encore la capacité à développer du hardware pour répondre à l'objection ou à la remarque qui a été faite sur NVIDIA il n'y a pas très longtemps. Donc nous, les IA qu'on développe, on essaye de développer sur des solutions souveraines. Malheureusement, parfois, la pérennité n'est pas au rendez-vous. Prendre l'exemple du pod Talios, donc c'est un système optronique sur le Rafale. On a développé une IA qui facilite grandement le travail des opérateurs. Avant, c'est à la main que l'opérateur devait balayer les zones et puis détecter les cibles, entre guillemets, d'importance, et après prendre une décision en fonction de ce qu'il avait réussi à détecter. Aujourd'hui, c'est une IA qui détecte toutes les zones intéressantes, elle les transmet à l'humain, qui continue à prendre la décision de savoir ce qu'il va faire du résultat qu'on lui a fourni, mais on a gagné un facteur 100 dans la capacité à traiter les éléments. Facteur 100, c'est énorme dans le monde militaire quand on a déployé ces choses-là. Donc aujourd'hui, c'est en phase de test, ça envoie la problématique de la certification, de la démonstration, etc., sur lequel on n'est pas encore parfaitement au point, ni les uns ni les autres, pas plus ceux qui développent les systèmes que ceux qui les accueillent. Donc on est en train de travailler sur un certain nombre de programmes pour dire comment on doit faire de la qualification, de la vérification des systèmes d'IA. Mais ça, c'est un exemple qui, normalement, devrait être déployé dans le prochain standard du Rafale en 2026. Donc il y aura de l'IA sur le Rafale. On parlait aussi d'embarquer sur d'autres contingences, typiquement Thales, on a une GBU complète, une grande division complète sur la communication. On pourrait parler des réseaux.
les réseaux de l'IA et l'IA des réseaux. Mais en l'occurrence, là, c'est sur la radio. Et on fait des traitements à base de deep learning sur des composants électroniques de la taille d'une tête d'épingle. Ça a pris dans les labos dont j'ai la charge. Ça a pris 6 ans. Voilà, donc ça, c'est un réseau de neurones profonds qui tourne sur une puce qui fait 1 mm². Alors pourquoi ça nous a pris 6 ans dans les labos? Parce que pendant 4 ans, on a développé les algos en deep learning, et le jour où on nous a dit « oui, mais attends, ton algo, il doit tourner sur une radio qui fait cette taille-là », eh ben, ça nous a pris 2 ans, voire un peu plus supplémentaires. Et aujourd'hui, on a ce genre de problème d'embarquabilité sur énormément de systèmes que l'on développe à Thales. Donc ça, c'est aussi un enjeu scientifique majeur de mon point de vue. On parlait d'IA générative. Quand les IA génératives sont sorties avec ChatGPT, on a eu une demande impérieuse, une injonction de la direction de Thales pour dire bon, regardez-moi ce phénomène-là, dites-moi ce que c'est, quels sont les risques, est-ce qu'il faut l'utiliser, pas l'utiliser, etc. Donc on a fait des white papers, comment on sait le faire. Et il y a une partie des équipes de Thales qui ont travaillé sur la génération de code assez vite, d'autres sur les fonctions support, donc les RH, la finance, les bids et tout ce que l'on veut. Et puis dans les labos, on a dit, nous, on va aller directement sur l'application des IA génératives dans les systèmes critiques de commande et de contrôle. Et donc on a commencé à travailler sur ces sujets-là. Alors je vous fais grâce de tout ce qu'on a fait en matière de chatbot, sur la doc technique, etc., les approches et RAG pour que les données utilisées pour la génération des réponses soient des données qui sont les nôtres. Donc tout ça, maintenant, c'est presque un lieu commun. Nous, on s'est attaqué directement à, entre guillemets, l'étape d'après, c'est faire introduire ces technos-là dans des systèmes de command and control, avec cette incroyable, de mon point de vue, quand c'est sorti, cette incroyable promesse de Microsoft sur la suite 365 de dire on va avoir des IA génératives qui vont utiliser les données de différentes applications, qui vont être capables de générer du contenu, qui vont être capables d'activer des fonctions dans les différents outils. Bon, si on avait vu les vidéos de l'époque, c'était assez incroyable. Et ça, nous, on est en train de le mettre en œuvre dans des systèmes de command and control avec une approche agentique, c'est-à-dire avec différents agents qui ont des capacités intrinsèques, qui sont capables d'appeler des services métiers qu'on avait déjà développés il y a bien longtemps. Dans le monde militaire, c'est des cherche-chemins, c'est des calculs d'ABAC, de savoir combien de chances un char Leclerc a de détruire un char Léopard en moins de 6 coups. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer comme fonction physique et mathématique qu'on développait déjà avant. Mais maintenant, on les orchestre à partir de déclinaisons des IA génératives, LLM et autres. On s'est assez vite posé la question aussi de la multimodalité dans ces mondes-là, puisque nous, on travaille sur différentes modalités. Et je dois dire qu'on est extrêmement content, extrêmement fier de travailler avec le CEALIST sur ces questions-là, qui nous apporte un vent frais en termes d'innovation. Alors, ce serait sans doute pareil avec le CNRS, avec lequel on a plein d'accords, l'INRIA aussi, bien sûr. J'ai beaucoup collaboré avec l'INRIA, j'ai vu Marc Schonauer tout à l'heure, très content de le revoir. Le monde est petit en France, il faut multiplier ces collaborations-là. Avec le CEA, typiquement, on a lancé un labo commun sur la multimodalité dans les IA génératives et sur ce que le CEA a appelé situation consensuelle, où le terme, c'est pas celui que nous on emploie à Thales, mais on s'est trouvé tout de suite. Et on est très très heureux des développements que l'on fait avec eux, avec des perspectives d'avenir assez importantes sur des éléments de multimodalité qui sont difficiles à traiter. Typiquement, aujourd'hui, avec le CEA, on travaille sur la cartographie. De faire un agent qui comprenne et qui sache manipuler aussi facilement les textes et les données cartographiques. C'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Et je suis très content de ce partenariat avec nos camarades. Tout ça, ça nous amène à Cortex qu'on a un peu évoqué, donc les 600 ingénieurs et chercheurs en IA de Thales.
Le labo, donc, qui fait 150 personnes, on a tendance à dire que c'est le plus grand labo d'IA industriel de l'IA de confiance, ou en tout cas de l'IA des systèmes critiques. Il y a un certain nombre d'informations sur le slide que vous pouvez consulter, mais on publie, on collabore, et c'est, de mon point de vue, quelque chose qui est crucial d'arriver à avoir ce consensus global entre les grands groupes industriels, les grands organes de recherche et les startups françaises, voire européennes. On a évoqué à la marge tout à l'heure la problématique de la sécurité de l'IA. Donc Jean a dit qu'il n'allait pas en parler, et du coup, moi, je le fais. Il y a 7 ans maintenant, j'ai lancé une équipe que j'ai appelée les Friendly Hackers, qui sont des gens dont le métier est de développer des IA pour tromper les IA. Quand on a vu arriver les premiers algorithmes en deep learning, typiquement ceux de Inception, enfin Google Inception sur les images, on s'est rendu compte qu'il y a des petits malins dans les campus aux États-Unis qui faisaient en sorte de tromper les IA qu'il y avait dans les Tesla pour les faire tourner alors que la route était tout droite, pour leur faire mal interpréter les panneaux, etc. Et on s'est dit, on va faire la même chose, c'est rigolo. Et en plus, ça pose la question de l'IA de confiance, c'est-à-dire que ces IA les plus performantes au monde, 100 000 fois plus performantes que vous et moi, 100 fois plus performantes que les algos qu'on faisait avant, et en même temps d'une vulnérabilité affligeante si on sait contourner correctement les éléments. Pour reprendre l'exemple de l'image, vous apprenez à modifier intelligemment certains pixels de l'image et son interprétation devient totalement fausse par les meilleurs systèmes d'IA au monde. Donc cette équipe-là travaille maintenant depuis 7 ans, donc d'abord sur ces modalités de l'image, mais on va avoir les mêmes problèmes, nous, avec les sonars, les radars et autres. Vous imaginez si on développe des IA pour l'armée française et qu'une armée adverse peut la tromper très facilement, toutes les problématiques que ça pose. Cette équipe a été championne du challenge organisé par la DGA, donc Délégation Générale à l'Armement, l'année dernière, sur la problématique pour faire simple, du reverse engineering des réseaux de neurones. Les contingences que l'on a en matière de certification en France, PAPR, tout ça, PADR, tout ça vous connaissez, la sécurité des données, la souveraineté des données et autres, commence à avoir une réglementation assez stricte sur le monde de l'exploitation de l'IA, surtout dans le milieu civil. Le milieu militaire, on n'a pas ces contingences-là, mais comme Thales, on est dual, on a des IA, quand on les développe pour les deux parties de l'échiquier. Et donc, ces problématiques de la garantie qu'on ne peut pas extraire les données d'apprentissage d'un modèle, c'est une vraie question. Si un jour on développe quelque chose pour l'armée française et qu'on a vocation à le vendre à l'export, il va falloir garantir que les données souveraines qui ont été utilisées pour entraîner nos modèles ne puissent pas être extraites du modèle. Donc il y a eu un challenge organisé par la DGA qui avait pris ces éléments-là en compte bien avant tout le monde et on a eu la chance de le gagner sur les deux challenges. La première tâche était un peu simple, c'est est-ce qu'on peut extraire les données d'apprentissage d'un modèle qu'on n'essaye pas d'offusquer. Alors là, il y a eu un certain nombre de candidats, mais sur le deuxième challenge où la DGA en plus avait fait ce qu'on peut appeler du désapprentissage, c'est-à-dire qu'elle avait effacé la dernière couche, elle avait enlevé des éléments à l'intérieur, etc. Seul Thales et l'équipe en question a réussi à remplir la tâche demandée. Cette année, la DGA avait lancé un nouveau challenge sur le deepfake. Est-ce que l'on est capable de détecter si une image est réelle, si elle a été modifiée, si elle a été générée, etc. etc. L'équipe s'est encore distinguée, n'a pas été les premiers cette fois, perdu devant une start-up magnifique qui ne fait que ça, mais qui le fait bien. Et là, c'est une approche aussi un peu multimodale. On utilise plusieurs classifieurs, on les trie entre eux en fonction du type d'image, etc. Enfin, c'est passionnant. Mais ça envoie un nouveau challenge scientifique parmi les autres qui est est-ce qu'on sait faire des IA sécurisées à quel point, quel est le degré de risque qu'on accepte de prendre? Quelle est l'équation qu'on doit faire entre le temps que ça nous prend pour générer quelque chose de robuste et puis les performances qu'on en attend? Voilà, je vais en rester là. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Si, à peu près. Bon. On est très largement dans les temps, donc on peut prendre des questions.
Une question. Merci. Je vous laisse vous présenter. Hein. Vous m'entendez? Alors, moi, je m'appelle Orès. Ah, ben Alors, oui, c'est mieux. Alors, je m'appelle Orès et je ne suis pas du tout dans le domaine de la recherche. Moi, je suis plutôt dans l'expertise comptable. Et je m'intéresse à l'IA justement pour tout ce qui concerne l'économie et les entreprises. On parlait d'IA de confiance tout à l'heure. Et alors, la question qui m'est venue à l'esprit, c'est de savoir, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'altérer le fonctionnement de l'IA que vous déployez si un adversaire ou bien un concurrent se décide à injecter de la fausse donnée. Donc il me semble que vous avez évoqué, vous êtes passé là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. Je m'arrête là. Merci. Alors, comme je le disais, sur une IA déployée, si on est assez astucieux et qu'on a une idée de ce qui a été déployé, on peut développer, alors, nous on fait ça par de l'IA, mais on pourrait développer avec d'autres méthodes, une façon de conduire l'IA à se tromper. Alors ça se fait comment? Ça se fait par essai-erreur. On commence à modifier quelques pixels dans l'image et puis on voit que les performances se dégradent. Donc on se dit, ah, c'est par là qu'il y a une vulnérabilité. On dégrade encore plus et on regarde dans quel sens va le gradient. Et comme ça, on arrive à tromper des IA exceptionnelles. Deux remarques là-dessus. Ce qui est effrayant dans certains cas, c'est que parfois, on arrive à faire passer, par exemple, on arrive même à cibler la réponse de l'IA. Donc nous, on nous donne une image d'un Charles Leclerc et on peut décider qu'il doit être perçu comme une autruche par Inception. Mais parfois, pour faire passer un Charles Leclerc pour une autruche, les pixels qu'on modifie, ce n'est même pas des pixels qui sont sur le char. Ce sont des pixels à la périphérie. Donc ça pose plein de questions sur, en fait, quelle est la vraie intelligence de ces systèmes de reconnaissance qui se basent sur des éléments qui ne sont même pas constitutifs de l'élément. Donc ça, c'est sur une IA qui est déjà déployée. Si on connaît l'IA, c'est-à-dire qu'on est en boîte blanche, on a évoqué tout à l'heure le problème de boîte noire. Si on est en boîte blanche, c'est assez facile, on a tout le réseau de neurones et puis l'attaque est assez facile. Nous, la plupart du temps, on est confronté à des boîtes noires. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. Ça veut dire que là, soit vous avez une boîte noire à laquelle vous pouvez accéder et quand vous y accédez, vous avez qu'un certain nombre de requêtes et au bout d'un moment, le truc se ferme. Donc là, l'attaque est plus difficile et c'est une façon de protéger un certain type d'IA. L'autre solution, c'est de se faire une idée de ce qu'est l'IA qu'il y a dans la boîte noire, d'en faire un proxy, en se disant que ça doit être basé sur tel genre d'algorithme. Cette copie-là, on peut en faire tout ce qu'on veut, donc on peut la solliciter des millions de fois par seconde. Une fois qu'on arrive à la tromper correctement, on regarde s'il y a un transfert de l'orage sur la boîte noire. Dans ce cas-là, on va faire beaucoup moins d'attaques et on va voir si ça marche bien. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on fait tous les jours dans nos labos. Et quand je parlais tout à l'heure de l'évolution de l'IA au cours du temps, et c'est peut-être le sens de votre question, c'est est-ce qu'on peut altérer les performances par les données? Oui, et c'est un des problèmes que l'on peut avoir dans cette chaîne MLOps, de dire si l'IA doit s'adapter au cours du temps, et elle devra le faire parce que le monde dans lequel on est effroyablement dynamique. Est-ce que si je lui fournis de mauvaises données, je vais l'induire en erreur, je dirais presque à la conception ou à l'apprentissage? C'est aussi pour ça que dans le monde militaire, en tout cas, on nous dit pas d'apprentissage continu. Je veux bien qu'on réapprenne, une fois qu'on est rentré à la base, je prends toutes les images que j'ai eues sur le champ de bataille et parfois, partout où l'IA s'est trompée, j'ai des opérationnels experts qui vont dire bah là tu t'es trompé et on va faire de l'active learning intelligent pour solliciter le moins possible les experts. Mais ça, c'est acceptable. Par contre, quelque chose qui apprendrait en continu, non. Et c'est aussi pour ça qu'à Thales, on développe aussi des systèmes de leurrage multimodaux. Je ne sais pas si j'ai le temps d'expliquer ça, mais... Faut qu'on avance. Okay. Jamal qui m'impose une dernière question, mais il faut que ça aille très vite. Oui, très vite. Merci beaucoup pour la présentation. Effectivement, on va rester sur le sujet des attaques adverses. On sait que c'est extrêmement facile de construire une attaque. Même dans le monde réel, on peut prendre des stickers, les mettre sur des chars et ça sera reconnu autre chose. Est-ce que vous avez, vous, des défenses? Est-ce qu'il existe des régimes où on peut se dire bah, la défense va gagner face à l'attaque? Et là, on me demande d'être rapide. Sincèrement, je pense que...
Là, je vous parlais de la cybersécurité de l'IA. À Thales, on fait du hacking depuis le départ. On est dans les premiers mondiaux en cybersécurité. Donc, la notion du bien et du mal et de faire des attaquants des systèmes de protection dans le monde de la cyber pure, on fait ça depuis des années. Et l'expérience nous montre que dès qu'on a protégé correctement quelque chose, en face, ils deviennent plus intelligents. Et voilà. Sincèrement, je pense qu'en termes d'IA, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il va y avoir une course perpétuelle, mais je crois profondément à ce que j'appelle, moi, l'ingénierie coévolutive, c'est-à-dire à faire progresser finalement à la fois les défenses et les attaques. C'est ce qu'on essaie de faire au sein de notre propre entreprise. Donc on arrive à avoir des niveaux de performance en termes de défense sur des attaques plus ou moins faciles, assez bons. Mais si on était confronté au CNRS, au CEA ou à l'INRIA dans un conflit rigolo, enfin, pour progresser, vous arriveriez très certainement à être meilleur que nos défenses au bout d'un moment. Et puis nous, il faudrait qu'on s'adapte à vous, etc. Mais si on réfléchit au niveau français, si on faisait ça en interne, en France, pour qu'on s'attaque les uns les autres, on arriverait probablement à générer une IA de confiance française. Voilà, ce sera ma conclusion. Sur cette belle parole, merci. On va enchaîner sur la suite.